À côté des deux forces fondamentales, la force gravitationnelle et la force électrostatique, on peut introduire des forces phénoménologiques. Bien entendu, ces forces sont explicables ou devraient être expliquées grâce aux forces fondamentales. Mais dans ce cours de BA1, on va se limiter simplement à des données expérimentales. La première force phénoménologique est une force de contact de surfaces rigides entre elles. Lorsqu'une surface rigide est en contact avec une autre surface, il existe une force perpendiculaire à la surface de contact qui s'exerce sur l'objet qui vient en contact avec elle. Lorsque je pose une bille sur le sol, l'attraction terrestre ferait que la bille est attirée vers le centre de la Terre. Comme elle ne bouge pas, il doit exister une force de contact du sol sur la bille. De même, si cette bille vient en contact avec un mur et qu'elle ne traverse pas le mur, c'est qu'il y a une force qui s'exerce du mur sur la balle. Ces forces de contact sont perpendiculaires aux surfaces. Ne jamais oublier bien entendu la troisième loi de Newton. Si le mur exerce une force sur la balle, c'est qu'il y a une force de la balle sur le mur. Si le sol exerce une force sur la balle, c'est qu'il y a une force de la balle sur le sol. La deuxième force phénoménologique, après la force de contact qui est perpendiculaire à la surface, c'est la force de frottement. Les surfaces exercent entre elles des forces parallèles cette fois-ci à la surface. Cette force de frottement est un peu plus compliquée que la force de contact perpendiculaire à la surface. La petite expérience qui suit va vous illustrer le comportement étonnant de la force de frottement. Soit quatre solides ayant sensiblement le même poids. Un cube de bois, une boîte d'allumettes, un morceau de fer et un glaçon. On pose ces quatre objets sur une plaque de bois ou, comme ici, de plastique. Si on soulève lentement la plaque, dans quel ordre les objets vont-ils se mettre à glisser? Le premier est bien sûr le glaçon. Puis viennent le cube de bois, la boîte d'allumettes et enfin le morceau de fer. Le coefficient de frottement statique entre ces objets et la planche est donc différent. Voici maintenant deux boîtes identiques, de même dimension, mais de poids différents. L'une contient des allumettes, l'autre des vis de métal. Recommençons l'expérience. Contre toute attente, ce n'est pas la boîte la plus lourde qui glisse la première. Elle glisse et arrive en bas de la planche en même temps. Le coefficient de frottement ne dépend donc pas du poids de l'objet, mais seulement de sa nature et de celle du support. Pour comprendre cette force de frottement, nous sommes donc obligés d'introduire deux types de frottement. Un frottement statique lorsque le corps ne bouge pas par rapport à la surface et un frottement dynamique quand le corps bouge par rapport à la surface. Cela permettra de comprendre pourquoi il faut un certain angle au plan incliné pour que le corps commence à glisser. Donc il existe une force de contact perpendiculaire et une force de frottement parallèle. Il y a deux types de frottement, un frottement dynamique et un frottement statique. Lorsque je pose une masse M sur le sol, j'ai une force perpendiculaire de contact du sol sur la masse M. Et je peux avoir une force de frottement parallèle du sol sur la masse M. J'ai bien entendu aussi le poids vertical vers le bas. La force parallèle du sol sur la masse M, c'est-à-dire la force de frottement, a une direction qui dépend de la vitesse de l'objet lorsque le frottement est dynamique. Par contre, lorsque le frottement est statique, il n'y a pas de vitesse et donc la force de frottement statique se met dans la direction qui correspond à la solution du problème. La propriété du frottement dynamique, c'est que cette force parallèle est proportionnelle à la force de contact perpendiculaire. La force de frottement parallèle est égale à mu d fois la force de contact perpendiculaire. Mu d est ce qu'on appelle le coefficient de frottement dynamique.
La force de frottement statique, donc toujours parallèle à la surface, mais lorsqu'il n'y a pas de mouvement entre le corps et cette surface, eh bien cette force de frottement parallèle est plus petite ou égale à mu statique, donc mu indice S, fois la force de contact perpendiculaire. C'est-à-dire que la force de frottement statique parallèle va s'adapter jusqu'au seuil qui est mu statique fois la force perpendiculaire. Ce tableau donne quelques exemples de coefficients de frottement statique et de coefficients de frottement dynamique en fonction des matériaux en présence. On constate expérimentalement que le coefficient de frottement dynamique est toujours plus petit ou égal au coefficient de frottement statique. C'est-à-dire qu'il est plus facile de maintenir un mouvement sur une surface que de mettre en mouvement un objet qui était immobile. Essayons donc maintenant de mettre en équation les différents phénomènes que nous avons vus dans les deux petits films. À partir de quel angle θ un bloc de masse m glisse? Choisissons de façon subtile les axes du système de coordonnées. Je prends un axe parallèle au plan incliné x et un axe perpendiculaire au plan incliné y. Trois forces s'exercent sur ce corps. Il y a une force de contact perpendiculaire au plan incliné sur la masse petit m. Il y a une force parallèle au plan incliné sur la masse petit m qui est la force de frottement. Et il y a le poids qui est vertical vers le bas. L'équation du mouvement est donc la masse de l'objet fois son accélération est égale à m fois le vecteur petit g plus la force perpendiculaire plus la force parallèle. Nous allons écrire maintenant l'équation sous forme de composante. Quelle est donc l'accélération dans la direction x? Quelle est donc l'accélération dans la direction y? La force perpendiculaire n'apparaîtra que dans l'équation de la composante y. La force de frottement parallèle n'apparaîtra que dans les équations sur la composante x. Il n'y a que le poids qui apparaît dans les deux composantes x et y. On va donc calculer quelle composante du poids est dans la direction x, quelle composante du poids est dans la direction y. Je projette donc le poids dans la direction x et dans la direction y. Je vois donc que la composante du poids dans la direction x est mg fois le sinus de l'angle θ et la projection dans la direction y est mg cosinus θ avec un moins puisque la projection est dans la direction opposée à l'axe y. Donc l'équation du mouvement sur x, c'est la masse fois l'accélération x, égale à moins la force parallèle plus mg sinus θ. Alors que l'équation dans la direction y, c'est la masse fois l'accélération dans la direction y, égale la force perpendiculaire moins mg cosinus θ. Prenons le premier cas où l'objet est immobile. En conséquence, l'accélération est nulle aussi bien en x qu'en y. Donc j'ai l'équation que 0 est égal à moins la force parallèle plus mg sinus θ et que 0 égale la force perpendiculaire moins mg cosinus θ. Je peux donc déduire les deux forces. La force de frottement parallèle doit être égale à mg sinus θ et la force perpendiculaire doit être égale à mg cosinus θ. Mais nous avons la contrainte qui dit que la force parallèle, la force de frottement statique, doit être plus petit ou égal au coefficient de frottement statique mu s fois la force perpendiculaire. En conséquence, il faut que mg sinus θ doit être plus petit que mu s mg cosinus θ, ce qui signifie que la tangente de θ doit être plus petite ou égale au coefficient de frottement statique mu s. Donc l'objet reste immobile tant que la tangente de l'angle est plus petit que le coefficient du frottement statique. Par exemple, si le coefficient de frottement statique est 0,94, l'objet reste immobile tant que l'angle est inférieur à 43,23 degrés. Que se passe-t-il maintenant quand le corps glisse sur le plan incliné? Donc d'une part, l'angle doit être supérieur à cet angle critique, et en plus, on peut résoudre les équations en imposant évidemment que l'accélération dans la direction y soit nulle. Donc je déduis directement la force de contact perpendiculaire de la deuxième équation, elle vaut donc mg cosinus θ. Comme il s'agit d'une force de frottement parallèle dynamique, la force de frottement parallèle, c'est mu fois la force perpendiculaire, donc mu dynamique fois mg cosinus θ. Je peux donc maintenant calculer l'accélération dans la direction x.
elle ne dépend pas de la masse et elle est constante. En conséquence, je peux aussi directement déterminer la vitesse, c'est l'accélération fois le temps. Voici encore une petite expérience qui traite du frottement statique et du frottement dynamique. Regardons le petit film et essayons de mettre ce problème en équation. Plaçons une mince bande de papier d'environ 1 cm de largeur perpendiculairement au bord d'une table. Sur l'extrémité de la bande, faisons tenir debout une pièce de monnaie placée sur sa tranche ou encore 2 clous. En frappant d'un coup sec le milieu de la bande, on parvient à l'enlever de la table sans faire tomber les clous et pratiquement sans les faire bouger. Pour la mise en équation de cette expérience, identifions d'abord les corps. Il y a les clous, il y a le papier et il y a la table. Identifions ensuite les forces. Il y a clairement des forces du clou sur le papier sur la table et une force de la main sur le papier. Examinons maintenant de quel type de force il s'agit. Le clou agit sur le papier et le papier sur le papier est en mouvement et les clous peut-être aussi, ce qui est sûr, il s'agit de frottement dynamique. Même chose, le papier bouge par rapport à la table, il s'agit de frottement dynamique. Il y a une force de la main sur le papier qui est une force extérieure. Et bien entendu, il y a un poids. Mettons tout cela maintenant sous forme d'équation. Choisissons donc les axes. Ici, de façon naturelle, on a un axe vertical vers le haut, Z, et un axe horizontal vers la droite, X. Modélisons maintenant les objets. On a les clous avec une masse MC, on a le papier avec une masse MP, et bien entendu, la table avec une masse MT. Dessinons maintenant toutes les forces et commençons par les forces parallèles à l'axe X. Nous avons évidemment la force de la main sur le papier. Il y a clairement une force du papier sur le clou. Troisième loi de Newton, il y a donc la même force, mais cette fois-ci du clou sur le papier. Et il y a une force de la table sur le papier. On va négliger la force du papier sur la table, puisqu'on va considérer que la table a une masse énorme et donc elle ne se déplacera pas. Plaçons maintenant les forces verticales. Il y a le poids du clou, bien entendu, le poids du papier, il y a la force normale perpendiculaire du papier sur le clou. Troisième loi de Newton, il y a donc une force perpendiculaire vers le bas du clou sur le papier. Et il y a une force perpendiculaire de la table sur le papier. On va de nouveau négliger la force perpendiculaire du papier sur la table, puisque la masse de la table est très très grande et que donc il n'y aura pas d'accélération de la table. Écrivons maintenant les équations du mouvement suivant l'axe X et suivant l'axe Z. La masse du clou fois l'accélération du clou dans la direction X est égale à la force, et il n'y a que la force du papier sur le clou. La masse du papier fois l'accélération du papier dans la direction X, c'est évidemment la force de la main sur le papier, moins la force du clou sur le papier, moins la force de la table sur le papier. Et pour l'équation de la table, la masse de la table étant infinie, il n'y a pas d'équation du mouvement. Suivant l'axe Z, il n'y a pas de mouvement, donc l'accélération des objets est nulle. Écrivons ce qui se passe pour le clou. 0 égale le poids moins la masse du clou fois G, plus la force perpendiculaire qui vient du papier sur le clou. Pour le papier, 0 égale le poids du papier vertical vers le bas, la force du clou sur le papier qui est maintenant verticale vers le bas, plus la force de la table sur le papier qui est verticale vers le haut. Donnons évidemment maintenant le lien entre les forces parallèles de frottement dynamique et les forces perpendiculaires. La force du papier sur le clou, c'est le frottement dynamique entre le papier et le clou fois la force perpendiculaire du papier sur le clou. La force de la table sur le papier dépend cette fois-ci du frottement dynamique du papier sur la table, multiplié par la force normale de la table sur le papier. On peut directement résoudre les équations du mouvement vertical. On voit que la force normale du papier sur le clou doit être égale au poids du clou, donc mc fois g. On en déduit que la force normale de la table sur le papier est la somme des masses, ce qui est tout à fait logique, la masse du clou plus la masse du papier fois petit g. On en déduit donc la force de frottement du papier sur le clou et la force de frottement de la table sur le papier.
On injecte maintenant ces forces parallèles dans les équations et on obtient donc l'accélération des clous dans la direction x et l'accélération du papier dans la direction x. Donc les clous bougent toujours, mais l'accélération des clous va dépendre du coefficient de frottement dynamique entre le papier et le clou, tandis que l'accélération du papier va dépendre de la force, entre autres, de la main sur le papier et des frottements dynamiques entre le papier et le clou et le papier et la table. On peut avec les mêmes équations déterminer la force qui doit être exercée par la main sur le papier. Pour ce faire, je vais prendre le cas statique et faire en sorte que les clous ne bougent pas par rapport au papier, c'est-à-dire que le papier se déplace et les clous se déplacent en restant immobiles sur le papier. La force de frottement entre le papier et le clou est une force de frottement statique, donc elle doit être plus petite ou égale à un coefficient de frottement statique entre le papier et le clou, fois la force normale entre le papier et le clou. Par contre, le papier glisse par rapport à la table, et donc la force de la table sur le papier est un frottement dynamique, donc mu dynamique, entre le papier et la table, fois la force normale entre la table et le papier. Comme les clous bougent avec le papier, cela signifie que les clous ont la même vitesse que le papier et que donc l'accélération des clous dans la direction x doit être égale à l'accélération du papier dans la direction x. Donc on écrit de nouveau les équations, mais cette fois-ci avec une seule accélération a. La masse du clou fois l'accélération a est égale à la force du papier sur le clou. La masse du papier fois l'accélération a est égale à la force de la main sur le papier, moins la force du clou sur le papier de frottement, moins le frottement dynamique entre la table et le papier. Si on ajoute ces deux équations, la force du papier sur le clou disparaît et donc on trouve finalement l'accélération du clou et du papier, ce qui permet à ce moment-là de déterminer la force du papier sur le clou, qui doit être plus petite ou égale, puisqu'il s'agit d'un frottement statique, à mu statique du papier sur le clou. Et donc on trouve que la situation statique est possible si la force de la main sur le papier est plus petite que la somme des deux coefficients de frottement fois la masse totale du papier et du clou fois petit g. Donc cette expérience est tout à fait possible, il suffit que la force de la main sur le papier soit supérieure à la borne qu'on vient de déterminer.